Et donc, je donne tout de suite la parole à Laurent Bonelli et Fabien Carrier, donc, qui ont coécrit cet ouvrage « La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français ». Et je rappelle que vous êtes politiste. On a 8 minutes et demie chacun. Donc, bonjour. 4 minutes. Ok, ça marche. Au revoir. Merci, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, bon, vous êtes évidemment fatigué, donc on va essayer d'animer quand même cette dernière session. Alors, on peut suivre Freud, effectivement, et penser que je crois que sur une table ronde entre sciences sociales et sciences du psychisme, effectivement, il y a un certain nombre de points communs qui sont des points de départ. Et le premier, on est d'accord, c'est effectivement de la fausse dichotomie entre d'un côté l'individu, qui serait de l'ordre des sciences du psychisme, et de l'autre côté la société, qui serait du ressort des sciences sociales. On voit bien que structure sociale et structure mentale entretiennent évidemment des liens très étroits. Ça, c'est évidemment le premier point commun. Le deuxième, et je pense qu'il n'est pas inintéressant à soulever, c'est sans doute un accord sur l'illusion de la pleine conscience de l'individu. C'est-à-dire l'idée que l'acteur est pleinement conscient de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait. Et là, je crois que sciences du psychisme et sciences sociales, là aussi, sont d'accord sur ces deux points. Alors, une fois que j'ai dit cela... Oui ? Ça sature? Ah, on va se mettre le micro ici, c'est mieux. Voilà, super. Voilà. Je ne recommencerai pas, tant pis pour nous. Alors, ce que je vous disais, c'est donc une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça suppose des méthodologies différentes. Et évidemment, on se rend compte, une fois que j'ai dit ça, les modes d'exploration, les modes de travail ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a des psychanalystes dans la salle et ils sauront quoi en dire. T'as fait la même, c'est la table. Ok, c'est la table. C'est la table. C'est toujours la table. Bon, donc ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a des modes d'exploration qui sont des modes différents. D'un côté, la clinique, évidemment, et de l'autre côté, du côté des sciences sociales, tenter d'élaborer, de trouver des régularités, de trouver finalement des faits sociaux au-delà des irréductibles individualités, si je puis le dire. Alors, ceci, évidemment, ça pose un certain nombre de questions, et vous l'avez compris dès à présent, la question du terrain, dès lors qu'on s'intéresse à des gens qui sont passés à l'acte, qui ont commis des actes violents, évidemment, la question du terrain est compliquée. Faire de la clinique avec quelqu'un qui est mis en examen pour une tentative d'attentat, c'est pas nécessairement simple. Faire de la sociologie, non plus. Et je pense que c'est sans doute ça aussi une chose importante, c'est dis-moi quel est ton terrain et je te dirai si tu es un charlatan ou pas. Mais c'est un autre débat. Deuxième élément, je pense que ce qu'on voudrait essayer de vous présenter aussi très rapidement, c'est au fond le résultat d'une enquête qu'on a menée avec Fabien Carrier. On a eu la chance, par le biais du ministère de la Justice, de pouvoir accéder au dossier de 133 mineurs poursuivis en France pour des affaires de terrorisme, c'est-à-dire essentiellement des départs en Syrie ou des tentatives de départ en Syrie ou des tentatives d'attentat, et d'autres mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse pour des affaires pénales ou civiles ordinaires, mais qui ont été signalés par les travailleurs de la PJJ pour des comportements radicaux. Bon. Alors ça, si vous voulez, c'est notre nom. Alors pour ceux qui ont commis des attentats, ou partis en Syrie, on en a 68, c'est-à-dire c'est la quasi-totalité de ceux qui ont été poursuivis pour ces faits entre 2012 et 2017. Alors, l'idée, si vous voulez, derrière cette enquête, c'était quoi? C'était au fond, compte tenu des difficultés pour accéder au terrain dont je vous ai parlé, c'était d'essayer de mettre à profit l'extraordinaire richesse du matériau judiciaire pour travailler au plus près de gens qui ont commis un certain nombre d'actes. C'est la justice des mineurs, je vous l'ai dit, elle produit une quantité tout à fait fantastique d'informations sur les jeunes sur lesquels on a travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3, 4, 5, 6 entretiens avec le mineur, des entretiens avec des psychologues, des entretiens avec les parents, des visites à domicile, c'est-à-dire des milliers de pages d'informations sur les histoires familiales, les histoires de migration, les histoires scolaires, les conflits dans la famille, c'est tout cela. Donc c'est ce matériau, si vous voulez, qu'on a essayé de mettre à profit pour faire l'enquête qu'on vous présente, sachant évidemment que ce matériau n'est pas prévu, n'est pas produit pour le chercheur, il y a une fonctionnalité judiciaire là-dedans, et donc on a, par rapport à cela, interrogé
les professionnels qui avaient écrit ces rapports. On a fait 60 entretiens avec les éducateurs, les psychologues qui avaient travaillé sur ce matériau pour dire qu'est-ce que vous ne mettez pas dans les rapports, qu'est-ce que vous mettez, comment vous écrivez, etc. On a objectivé ce matériau et c'est sans doute là aussi une précaution pour ces 3 jours, être conscient des biais de sa propre méthodologie. Je pense que les expliciter, dire voilà quelles sont les limites de mon travail, c'est sans doute une preuve d'honnêteté et qui est sans doute nécessaire sur ces terrains-là. Alors une fois que je vous ai dit ça, on a vu un double travail. On a fait un travail à partir des mineurs qu'on avait, on a regardé quelles étaient les propriétés scolaires, familiales de l'ensemble de ces mineurs. Finalement, on a fait des statistiques sur l'ensemble de ces mineurs et évidemment, 2 choses ont sauté aux yeux, on va rentrer un peu dans le détail, c'est on avait des familles avec des trajectoires très très différentes. Pour être schématique, on voyait d'un côté des familles traditionnellement traitées par la justice, c'est-à-dire des familles cassées, précarisées, avec des grandes difficultés, connues par les services sociaux, des mineurs suivis par la police, etc. Et de l'autre côté, à l'inverse, des très bons élèves, des familles stables, pas dans la précarité du tout, etc. Alors, on s'est dit, tiens, c'est très étonnant, parce que une fois qu'en plus, on a connecté, si vous voulez, cette trajectoire avec les actes qui avaient été commis, on s'est rendu compte que, d'un côté, familles précaires, passés délinquants, etc., on avait plutôt des formes de provocation, pour le dire très rapidement, et de l'autre côté, de nos familles stables, avec des bons élèves, pas connus des services de police, on avait plutôt les passages à l'acte les plus graves, c'est-à-dire les départs vers la Syrie et les tentatives d'attentat. Alors, dire cela, évidemment, vous vous doutez bien, c'était pour nous une surprise, évidemment, mais je dirais que c'est un point de départ. Et là, c'est une autre précaution méthodologique. Ce n'est pas parce qu'on a identifié des caractéristiques communes à ces familles qu'on a des profils. Des gens comme ça, il y en a des dizaines ou des centaines de milliers dans notre pays, dont la plupart ne passeront jamais à l'acte et ne seront jamais engagés dans ce type de trajectoire. Donc, si vous voulez, identifier des propriétés, c'est le point de départ, ce n'est pas le point d'arrivée. Donc une fois qu'on a dit cela, ça veut dire qu'une fois que vous avez cela, vous pouvez essayer de travailler, et c'est là-dessus que la richesse du matériau, à la fois écrit et les entretiens, nous a aidés. On peut essayer d'élucider un certain nombre de logiques qui sont des logiques derrière, finalement, les actes qu'on avait pu voir. On a pu essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait derrière, finalement, cette question du djihadisme en France. Alors, évidemment, on n'a pas le temps de développer ça trop longuement. Je vais juste donner 2 éléments avant de passer la parole à Fabien. Finalement, le premier, et là on s'éloigne un peu des sciences du psychisme, ce que les sciences du social peuvent nous apporter, et ce que l'enquête nous montre, c'est qu'il est difficile de séparer la question de la radicalisation, de réfléchir sur les comportements qui sont rassemblés sous le label de radicalisation, sans s'intéresser à l'activité institutionnelle qui les constitue comme telle. Ici, la justice. Pour le dire très vite, on s'est retrouvé, si vous voulez, avec, au fond, un échantillon qui n'était pas fabriqué par nous. C'est l'institution judiciaire qui avait agrégé, sous le terme de radicalisation, un certain nombre de comportements très hétérogènes qui allaient, vous voyez, depuis des tentatives d'attentat ou des départs en Syrie, à parfois des jeunes femmes qui avaient mis un voile dans un contexte familial conflictuel. Ce que je vous dis là est effectivement très important, parce que, vous voyez, on ne peut pas faire comme s'il existait une radicalité par essence, intrinsèque, qui serait complètement indépendante du travail par lequel elle est constituée par les institutions. Et je ne vais alors pas du tout avoir le temps de le développer aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a vu finalement? C'est que l'essentiel des comportements rassemblés sous le label de radicalisation sont en fait des comportements de provocation d'un certain nombre de jeunes qui déstabilisent de cette manière-là les institutions, l'école, les travailleurs sociaux, les travailleurs judiciaires, ça marche très très bien comme forme de déstabilisation, des formes de recherche de cadres dans des conflits familiaux compliqués. Bref, des choses qui sont assez éloignées, en réalité, de l'engagement djihadiste dont on va vous parler maintenant. Et c'est, je pense, quelque chose qui est tout à fait important. Deuxième point, et là, on se rapproche, à mon avis, davantage du dialogue avec les sciences du psychisme, c'est, une fois qu'on travaille sur les trajectoires, les histoires familiales et les histoires scolaires, etc., on peut se donner finement les moyens d'essayer de comprendre ce qu'est l'engagement djihadiste et le départ vers la Syrie. Merci. Donc, je vais maintenant vous parler, oui, rapidement, je vais essayer de ne pas faire saturer le micro, donc finalement des mineurs, hein, qui sont une minorité de ces mineurs-là, qui sont véritablement engagés pour la cause, en l'occurrence la cause djihadiste. On va parler ici d'utopique. Alors, les dossiers sont assez riches sur eux, et on a pu, à partir de ces dossiers-là, reconstituer finalement à la fois les conditions sociales et scolaires de possibilité de cette forme d'engagement-là. Donc je vais commencer par les conditions scolaires en revenant précisément sur les parents en fait, de ces jeunes.
Très rapidement, vu le temps imparti, je vais y aller à la hache, vous m'en excuserez. Les parents donc, de ces jeunes-là, de ces utopiques, sont des migrants de première génération, pour la plupart, une grosse majorité d'entre eux. Alors, c'est pas une remarque gratuite. L'immigration, pour ces parents, est une étape positive dans une trajectoire ascendante. Leurs propres parents étaient souvent des petits paysans dans leur pays d'origine. Eux sont des ouvriers qualifiés. Donc voilà, une ascension sociale avec l'arrivée en France. La migration donc, favorise une forme d'ascension sociale pour ces parents-là. Par ailleurs, ce sont des parents qui, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps de développer, ont la plupart du temps coupé les ponts avec leur pays de naissance et avec la communauté des migrants de leur pays d'origine installés en France. Pour toutes ces raisons, dès lors, à cause de tout cela, finalement, ils vont jouer à fond la carte de l'intégration. Ça se voit dans plein de choses, très largement une tentative de francisation des prénoms, à la fois des enfants, parfois des parents qui se font rebaptiser en arrivant en France. Ça se voit ici, voilà, ce sont des parents qui se disent souvent de culture musulmane, mais qui ne transmettent pas la religion, qui ne transmettent pas parfois leur langue d'origine. Voilà, une logique d'intégration forcenée qui se voit dans beaucoup de ces dossiers. À chaque fois dans ces différentes familles, il y a une importance donnée à la réussite scolaire des enfants. Le projet parental est vraiment central dans cette histoire-là. C'est un projet parental d'intégration par le haut via la réussite scolaire des jeunes en question. Ce projet donc, est déterminant sur la façon dont fonctionnent ces familles en tant que telles. Les parents mettent en effet les moyens pour que le projet en question, la réussite scolaire des enfants, advienne. Ça se voit par tout un ensemble de choses, notamment par un fort encadrement des jeunes, un contrôle notamment de leur fréquentation. Une expression utilisée par un éducateur dans un dossier qu'on aimait beaucoup. Finalement, les jeunes sont maintenus en quelque sorte sous une forme de cloche parentale. Voilà. Un autre père dit, voilà, il me semblait, il était nécessaire que je sécurise le milieu. Il le dit, du coup, voilà, pour ce faire, il explique voilà, qu'il est, il est dans le, bon, peu importe, je passe à autre chose. Oui, tout simplement, il dit à l'audience, il dit voilà, c'est très simple, je pense qu'il faut sécuriser le milieu. Ça veut dire que je suis devenu représentant des parents d'élèves, comme ça je sais ce qui se passe à l'école. Je suis représentant des locataires, comme ça je sais ce qui se passe dans le quartier. Et je suis à l'association qui gère le culte à la mosquée, comme ça je sais ce qui se passe à la mosquée. Ça s'appelle du contrôle. Voilà. Merci Laurent. Donc voilà, donc une logique de contrôle et par ailleurs des parents qui, même s'ils viennent souvent de milieux populaires, qui mettent les moyens en fait matériellement pour que finalement la réussite scolaire des enfants se fasse. Voilà, ça s'observe dans l'agencement des appartements, si vous voulez, souvent des familles assez nombreuses, ils ont 4 ou 5 enfants, ils n'hésitent pas la plupart du temps à sacrifier une pièce de vie tout simplement pour en faire un lieu sacralisé, destiné à l'étude, pour se concentrer, pour que les jeunes puissent se concentrer sur leur travail. Tout cela, ça a des effets sur les jeunes en question. Ils intériorisent des dispositions scolaires, en gros, et intellectuelles. Ce sont souvent de bons élèves, en tout cas au moins des élèves qui sont conformes aux attentes de l'école. Par ailleurs, il y a des formes de logique monacale quasiment chez eux. Leur vie se résume en général à l'école et à leur chambre et à leur vie dans la famille. Voilà, l'investissement libidinal, très largement, est centré sur l'école et pas sur la sexualité. Très peu parlent de sexualité, c'est pas vraiment une problématique pour eux. De toute façon, vu le contrôle très fort exercé par les parents, l'accès au marché sexuel local est très limité. C'est peut-être un peu dit crûment, mais vous avez compris l'idée. En même temps, et paradoxalement, c'est un point important, on constate que ces enfants-là, paradoxalement, partagent aussi, à un moment donné, un rapport malheureux vis-à-vis de l'école, contrarié à l'institution scolaire. On a fait une analyse processuelle des logiques d'engagement et on s'est rendu compte finalement que les premiers moments d'appropriation de l'idéologie, de saisissement, d'intéressement pour ces questions notamment djihadistes se faisaient à 2 moments particuliers, soit en classe de 3e, soit en classe de seconde. Donc en fait, aux 2 moments de sélection au niveau de l'institution scolaire et au niveau du secondaire. Pour une majorité de ces jeunes, je ne rentre pas dans le détail, c'est le passage au lycée qui est particulièrement difficile. Ils viennent souvent de petites ou de villes moyennes. Ils étaient jusque-là dans des collèges qui étaient des collèges de banlieue, souvent très homogènes socialement, avec des attentes scolaires sans doute un peu moindres qu'ailleurs. Ils arrivent au lycée général de centre-ville, et là, les choses changent. Les classes sont beaucoup moins homogènes, beaucoup plus hétérogènes socialement. Et par ailleurs, les attentes des professeurs sont souvent beaucoup plus importantes que dans les collèges de banlieue. Résultat, leurs notes s'effondrent la plupart du temps. Ils deviennent des élèves médiocres, voire mauvais, et ils subissent, c'est assez fréquent dans les dossiers, on le voit, des formes de racisme social, voire de racisme tout court,
Voilà, un de ces jeunes, par exemple, pendant ses 3 années de lycée, se fait appeler quasiment tous les jours par ses petits collègues parce qu'il est le seul maghrébin en fait de sa classe, Ben Laden ou le terroriste. Ce qui peut avoir des effets. Voilà. Donc, vous vous rendez bien compte, voilà, il y a une violence là ici de la sanction scolaire qui se joue. En l'espace de quelques mois, en très très peu de temps, finalement, ces jeunes voient leur vie changer. C'est finalement une forme quasiment de d'effondrement psychique qui se donne à voir, hein, si on le traduit dans une logique, un vocabulaire psy. Ils subissent l'incompréhension de leurs parents. Comment se fait-il? On m'a mis tous les moyens pour que tu réussisses scolairement, tu n'y arrives pas, comment se fait-il? Leur statut au sein de la famille est fragilisé. Hein. Ils étaient finalement très investis sur le modèle de ce projet parental. Ils ne sont plus de bons élèves, donc ils ne remplissent plus précisément le projet. Et par ailleurs, voilà, face à ces déconvenus au niveau de l'école, face à cette incompréhension des parents, ils ont une incapacité en fait à aller voir d'autres groupes, à mutualiser d'une certaine manière leurs déconvenus. Dans des groupes de pairs, au sein du quartier, hein, ce sont des espaces qui leur sont fermés du fait du contrôle parental très fort, exercé sur leur fréquentation. Donc dès lors, tout leur problème pour eux, c'est finalement comment transférer leur disposition scolaire, leur disposition de bons élèves, vers autre chose. Comment faire continuer à perdurer notamment ce délire pour l'intellectuel. Et là, précisément, l'idéologie, hein, l'idéologie religieuse et politique à la fois, hein, qui est l'idéologie djihadiste, va servir. La clause radicale représente une solution, une forme de voie de sortie à leurs problématiques personnelles. Hein, la pureté militante, qu'ils retrouvent dans la cause djihadiste, favorise une remise en ordre, une instauration d'un nouvel objectif qui vient se substituer en quelque sorte au projet parental. C'est un nouveau projet, hein, fidélité aux préceptes et aux valeurs d'une communauté imaginée qu'il reconstitue pour partie. Je termine très rapidement là-dessus. Bon, ça, c'est là, pour le coup, seulement une logique individuelle. On voit ce qui se passe au niveau de déconvenus de ces jeunes-là. Évidemment, ces déconvenus-là ne permettent pas de comprendre hein, des logiques d'engagement dur et des passages à l'acte potentiels pour certains d'entre eux. Pour ça, il faut que finalement se crée du collectif, que se constituent véritablement des collectifs. Et voilà, ce qu'on observe, on observe dans les dossiers finalement, c'est que ces jeunes vont essayer de retrouver finalement, alors ça peut se faire dans des cours de récré, ça peut se faire par Internet, de commencer à échanger avec d'autres jeunes ayant connu les mêmes problèmes qu'eux, tout simplement. Hein. Une de ces jeunes-là le dit très bien, elle dit, voilà, j'ai discuté avec des gens qui avaient les mêmes difficultés que moi. Ils échangent voilà, finalement des situations semblables. Mais ça n'est pas suffisant non plus. Un groupe donc se constitue, mais finalement, pour que le groupe vraiment prenne une consistance, il faut que par ailleurs, ces jeunes-là rentrent en contact avec ce qu'on a appelé des passeurs de sens, donc des militants plus aguerris, en définitive, qui vont faire passer, transmettre de l'idéologie, des discours, ainsi de suite, et finalement politiser en grande partie leur expérience. Si tu en es là, c'est parce que ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Ils instaurent des chaînes de causalité. Ces deux choses-là, à la fois cette logique de regroupement entre des gens qui partagent des expériences communes et ce contact, cette mise en contact avec des passeurs de sens, finalement durcit en grande partie le groupe, hein, les plus modérés disparaissent, le groupe du coup obtient une cohésion progressive, se créent dès lors des formes de communauté émotionnelle. Et c'est ce qu'il advient vraiment au sein de ces communautés émotionnelles, et j'ai pas le temps de dire plus, qui ne sont pas des groupes militants, des structures structurées véritablement, qui est fondamental pour comprendre ici les passages à l'acte et les montées en radicalité chez les utopiques. Clairement, voilà, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'ils s'entraînent entre eux. Il y a des logiques voilà, d'attente réciproque qui se donnent à voir et qui expliquent très largement les montées en radicalité. Je dis un mot de conclusion, véritablement un mot de conclusion. Je pense que ce qui est tout à fait important dans ce qu'a montré Fabien, c'est notre ligne de départ, au fond. Pourquoi c'est des bons élèves alors qu'on sait bien que, on l'a dit, les Kouachi, Koulibaly, etc., c'est des gens qui ont d'autres types de trajectoires. Et je pense que chez les mineurs, on a ce type de choses, à mon avis, c'est un point tout à fait intéressant, c'est qu'il faut le remettre en lien avec l'effondrement de ces gamins, c'est-à-dire tout leur projet de vie, tout ce qui les a mus pendant 17 ans, grosso modo, s'effondrent en quelques semaines. Et il y a une quête existentielle, vous voyez, qui les amène, si vous voulez, à se projeter, à rechercher quelque chose qui leur permet de prendre simultanément, vous voyez, le contre-pied de la famille et de l'école, et de bricoler cette dimension collective dans laquelle se font ensuite des montées en radicalité. Pour des jeunes délinquants, il faut plus de temps. Il faut s'épuiser davantage dans la rue, il faut beaucoup plus de temps, et je vous renvoie au bouquin de Fabien Truong sur cette question, sur Koulibaly. Et je pense que ça, vous voyez, et je termine là-dessus, ce qu'on a essayé de montrer vraiment extrêmement schématiquement dans notre bouquin, bon, la fabrique de la radicalité, c'est pas terrible comme titre, on est bien d'accord, mais l'idée, c'est qu'il y a une double idée.
c'est qu'on ne peut pas penser la question de la radicalité, vous voyez, sans penser cette question institutionnelle, je vous l'ai dit. C'est une manière dont se fabrique la radicalité. Et l'autre manière dont se fabrique la radicalité, c'est de comprendre les logiques sociales qui sont derrière, finalement, un certain nombre de passages à l'acte, et les micro-glissements qui amènent ensuite à des passages à l'acte. Et ça, c'est sans doute une manière de commencer un dialogue fécond avec les sciences du psychisme. Merci.